Je m'appelle Christian, j'ai 50 ans. Dans ma vie, je n'ai jamais regardé derrière moi, toujours devant. Mais ce soir, devant moi, il y a vous. Et dans vos regards, je revois le petit garçon rêveur que j'étais. Ce tout petit garçon dans ce grand château glacial, quelque part en Normandie. Chez nous, avant 7 ans, un enfant n'existe pas. Aucun adulte ne me témoignait de marque d'affection, surtout pas. Je n'avais que très rarement le droit de parler, et quand je parlais, je vous voyais mes parents, mes grands-parents. Alors, dès que j'ai su lire, j'ai découvert un paradis. J'avais enfin le droit d'échapper à cette réalité froide. J'avais enfin le droit de rêver. Je me souviens très bien avoir été fasciné par des gravures qui représentaient des rois dans d'étranges et somptueux costumes montés sur des éléphants, protégés par d'énormes parasols. Je sais maintenant que ça ne pouvait être que le Cambodge. À 8 ans, je rêvais déjà du Cambodge. Moi, je m'appelle Sidette. J'ai 11 ans. Mon père est un ancien militaire. Après avoir sauté sur une mine, il est resté handicapé. Les médicaments pour le soigner étaient très chers et mes parents ont dû vendre leur rizière. On est venu habiter à Phnom Penh, dans une paillote en bois et en carton, juste à côté de la décharge de Stung Menche. Dès notre arrivée, mon père m'a envoyé sur la décharge pour y travailler avec mon frère aîné. L'hiver, j'avais très froid. L'eau du Bro pour ma toilette était gelée et rien ne coulait dans la cuvette. Mais il ne fallait pas se plaindre. C'est comme cela qu'on élevait les garçons dans notre famille, pour en faire de vrais hommes. Maman non plus n'était pas patiente quand elle me faisait l'école. Et les coups de règle tombaient vite. Quand elle me frappait, j'étais terrorisé. Je ne me souvenais plus de rien. Le cerveau bloqué, ce qui mettait maman encore plus en colère. Les plus grands chiffonniers me battaient pour me voler les détritus les plus chers que j'avais trouvés ou pour me chasser de leur territoire. Je travaillais le plus possible, mais je ne gagnais que 5 000 à 10 000 riels par mois, environ 2 $. Avec cet argent, on ne pouvait pas acheter le riz pour toute la famille, alors un jour, mon père a décidé de m'emmener mendier à Phnom Penh. Il m'a dit de prendre avec moi mon petit frère de 6 mois, handicapé. Une fois arrivé au centre de la capitale, il est parti. Il nous a laissés tout seuls. Et puis il y a eu la guerre. J'ai été élevé dans la guerre. Notre château avait été réquisitionné. Un jour, sans bruit d'avion, sans le temps de fuir, sans rien, une énorme explosion. Notre premier obus devant le château. Les Américains tiraient d'une colline au loin. Les parents ont décidé de s'installer immédiatement dans l'abri qu'ils avaient fait creuser dans la terre d'un sous-bois autour du château. On s'est tous entassés comme on pouvait, genoux contre poitrine. Nous n'avons rien à manger, rien à boire. Juste un peu de riz lorsque j'ai assez d'argent. Mon petit frère avait très faim et n'arrêtait pas de pleurer. Pour le nourrir, je devais mâcher le riz en premier et le lui donner ensuite. On dormait par terre, sans natte, devant les grosses maisons des gens riches. Les moustiques nous piquaient et nous empêchaient de dormir, alors j'enlevais ma chemise pour protéger mon petit frère. Je le serrais très fort contre moi. Mon père venait uniquement pour prendre l'argent que j'avais mendié et me donner des coups quand il n'y en avait pas assez. Il achetait de l'alcool. Il rentrait ivre à la maison et il frappait ma mère. Plusieurs fois, mon père m'a renvoyée sur la décharge et il louait très cher mon petit frère à des personnes qui voulaient mendier avec lui dans les rues parce qu'il était handicapé.
Le travail de chiffonnière est fatigant, mais là, au moins, personne ne m'insultait. Dans la rue, les gens étaient méchants. Ils ne me disaient que des injures. J'étais triste. Comment dire ces jours d'enfer? 5, 6, on ne savait plus. On ne savait plus ni le jour, ni la nuit. Comment dire les crispations à chaque sifflement? Le prochain obus était-il pour nous? Comment dire les cris, les prières continues, hurlées pour couvrir le bruit des obus? On se tassait les uns contre les autres pour mourir tous ensemble. Et puis papa est revenu de l'abri d'à côté, blême. Un obus venait de le détruire. Tout le monde était mort. Il nous a dit qu'il fallait partir immédiatement. Et nous sommes sortis de notre tour. J'avais 10 ans. Jamais je n'oublierai cette vision d'Apocalypse. Les Allemands dans leurs tranchées, morts, accrochés à leurs fusils, certains avec la tête éclatée, les grands arbres déchiquetés, les vaches mortes, gonflées, des cadavres partout d'hommes et d'animaux. Et puis au fond, le château qui brûlait, une épaisse fumée noire qui couvrait tout le ciel et interdisait à toute lumière de passer. Pour moi, ce château était éternel, indestructible. Il nous représentait, il était nous. Si lui disparaissait, ça voulait dire que rien n'était vraiment solide, ou du moins pas cela. On ne pouvait pas s'appuyer là-dessus. Je crois que c'est à ce moment-là que je suis devenu nomade. Après, ce furent des années de pensionnat, ces affreuses années de pensionnat de province. Tout était gris. Les soutanes, les classes, nos blouses, les livres. Nous étions gavés de latin, de grec, de messe, de confession et de prière. Et puis nous ne dormions pas assez, nous mangions mal, nous avions froid, nous étions couverts de furoncles, d'engelures. Je me sentais tout le temps en faute, une version pas terminée, une leçon pas apprise. Alors je m'évadais. À l'étude, j'étais devenu champion pour faire semblant de travailler avec un livre sur mes genoux. Je dévorais en cachette les mémoires d'outre-tombe. Plus tard, j'ai découvert que toutes ces choses que l'on cherchait à nous enseigner pouvaient être passionnantes, mais qu'on pouvait les apprendre autrement, que c'était coupable de dégoûter un enfant de son envie naturelle d'apprendre, d'où ma passion pour la pédagogie. Je m'appelle Srey Koch. J'ai 11 ans. À la maison, il y a seulement maman, mon frère qui a 17 ans et moi. Maman, elle boit, elle reste couchée et elle prépare aussi les repas. Mon frère, il joue aux jeux Internet et moi, je mendie. Au feu rouge, j'essuie les voitures avec un plumeau et je demande de l'argent. Je ne voudrais pas faire ça quand je serai grande. J'aurais trop honte. C'est difficile parce qu'il fait chaud et mon frère ne veut pas que je me repose à l'ombre. Il veut que je marche tout le temps. Il se cache derrière les gros poteaux et il me surveille. Et puis, quand je lui demande de m'acheter de l'eau, il ne veut pas. Il me dit de demander aux gens. Quelquefois, des gens disent qu'ils ne veulent pas me donner d'argent si je ne vais pas à l'école. Quelques années plus tard, pour fuir un chagrin d'amour, j'ai résilié mon sursis à l'armée, c'est-à-dire que j'ai d'une certaine façon devancé l'appel pour partir en Algérie. J'ai tout de suite aimé la Kabylie. C'est là que je suis définitivement tombé amoureux des pays de soleil. Et cette lumière limpide, transparente. Je me suis assez vite retrouvé avec ma section responsable d'une dizaine de villages, à plus de 1000 mètres d'altitude sur les flancs du Djourdjoura. Pour moi, c'était une responsabilité inouïe. J'avais en fait tous les pouvoirs de police, de justice, de travaux publics, de vie ou de mort. Oui, de vie et de mort.
J'ai peur de me faire enlever par les hommes dans leur voiture. Et surtout, j'ai peur de mon frère qui me bat tout le temps. Il dit que je ne gagne pas assez, alors il me bat avec la main et avec un bâton, et il m'arrache les cheveux. Et quand il me tape sur la bouche, je saigne, et alors il est content parce que les gens ont encore plus pitié de moi. Lui, il ne travaille pas. Il me prend l'argent que je mendie pour jouer à des jeux. Et même ma mère ne peut pas me défendre parce qu'elle a peur de lui. Ma mère, c'est ma vie. Je veux qu'on arrête mon frère. Je veux qu'on le mette en prison. Ce qui m'a surtout passionné en Algérie, c'est la découverte de cette population kabyle. Ce sont ces familles, ces enfants dont j'étais devenu responsable. J'ai aimé leur dignité, leur courage, leur vie simple, l'espièglerie des enfants. Mon objectif était que les villageois et les enfants souffrent le moins possible de cette guerre. Alors j'ai créé une école, un dispensaire, construit la route d'accès au village. Les enfants ici n'allaient pas à l'école. Il n'y en avait pas à moins de 10 km. J'ai donc créé une école dans le village. Je prenais les filles le matin et les garçons l'après-midi. Il fallait bien qu'ils se relaient pour garder les chèvres. Ils me disaient « C'est la première fois qu'on s'occupe de nous ». J'aimais ces petits bergers vifs, intelligents, chahuteurs, blagueurs. Et je crois qu'ils me le rendaient bien. Je m'étais promis de tout faire pour ne pas casser cette envie d'apprendre, qui est naturelle chez les enfants. Il fallait inventer tous les jours. Je m'appelle Kana, j'ai 13 ans. Avant de venir au centre, j'avais été vendue comme bonne dans une famille. Nous sommes très pauvres et n'avons pas d'argent pour vivre. Mes parents sont malades. Ils sont tous les deux paralysés d'une partie du corps. Ma mère parle avec beaucoup de difficultés et seule ma sœur de 6 ans peut traduire ce qu'elle dit. Pour pouvoir payer les médicaments, ma mère a décidé de me retirer du centre et de me vendre à nouveau comme bonne ou pour la prostitution s'il le faut. Moi, je ne veux pas devenir prostituée. Mais si maman le veut vraiment, je ne peux pas refuser. Parce que je sais qu'elle n'a pas assez d'argent. Notre village était perché en haut d'un piton escarpé et la fontaine était tout en bas, dans la vallée. Chaque jour, en longue file, les femmes et les jeunes filles descendaient, leurs jolies cruches en terre sur la tête et leurs seaux de linge sous le bras. Bien sûr, c'était très joli à regarder de les voir remonter avec leurs cruches sur la hanche. Mais je trouvais surtout aberrant qu'elles fassent tout ce trajet pour verser l'eau sur les jardins. Alors j'ai décidé de faire venir l'eau d'un village situé un peu plus haut. J'ai fait analyser les nappes phréatiques, acheté des gros tuyaux et demandé une participation des villageois pour les installer. Mais le temps des travaux, j'ai eu le loisir de comprendre beaucoup de choses. La fontaine, pour les jeunes filles, c'était très important. On se faisait belle, on se montrait, on échangeait des regards furtifs avec un amoureux qui se cachait le long du chemin. Pour les femmes, c'était l'occasion d'observer les jeunes filles à marier, d'arranger les mariages, de sortir tout simplement. La fontaine, c'était la vie sociale. Elle était interdite aux hommes et quand les femmes y descendaient. Et moi, j'allais casser tout ça. J'allais enlever aux femmes leur seule occasion de sortir de la maison, d'avoir un moment de liberté entre elles. Je m'en suis aperçu à temps. J'ai réuni le village et j'ai expliqué qu'en fait, on n'était pas très sûr que cette eau était potable. On pourrait l'utiliser pour arroser les jardins, mais pour boire, il vaudrait mieux continuer à aller la chercher à la fontaine. Ces leçons m'ont servi toute ma vie. Elles m'ont d'abord appris la modestie. Maintenant, avant de juger, j'écoute.
je discute, je respecte. J'avais un peu perdu mon arrogance d'Européen, d'occidental. Quand je suis rentré, je n'étais plus le même. Mais j'allais voir Vinka, la femme pour laquelle je m'étais engagé. J'attendais ce moment depuis si longtemps, depuis 3 ans. Je l'ai retrouvée et c'est alors que Vinka m'a présenté son fiancé. Son fiancé. Je suis parti, je suis entré dans la première église et là j'ai fait une ultime prière. J'étais tellement blessé, tellement déçu. J'ai dit, tout cela n'a aucun sens. Faites-moi un signe. Si je n'ai pas de réponse ce soir avant minuit, c'est qu'il n'y a personne là-haut et que le ciel est vide. Le même soir, des amis m'ont entraîné dans une soirée pour me changer les idées. Il y avait là une jeune fille, et très vite, dans ses yeux qui me regardaient, j'ai su que le ciel était encore plein de promesses. Je m'appelle Marie-France. Je suis née en 1942. J'ai peu de souvenirs d'enfance. Je suis l'aînée de 5. À la maison, on ne discutait pas beaucoup. On parlait peu de ce qui se passait dans le monde. Mon père était sévère et j'avais peur de lui. Est-ce la raison pour laquelle j'étais si inhibée, si peu sûre de moi? Heureusement, ma vie d'étudiante m'a ouvert les yeux sur le monde. J'y ai découvert des idées différentes de celles de ma famille et quelques séjours linguistiques pour mes études ont contribué à cette émancipation. Un jour, je me retrouve au mariage d'un cousin, à contre-cœur, d'autant que mes parents me répètent la chose que je ne voulais pas entendre. Tu vas peut-être y rencontrer quelqu'un? Et dans la soirée, un garçon m'invite à danser 1 fois, 2 fois. Il s'appelle Christian. Nous avons dansé et surtout beaucoup parlé de la vie, de ce que nous aimions, de voyage, de notre envie de découvrir le monde. Christian me parle de l'Algérie et moi du dossier que je préparais pour partir en coopération au Maroc. Nous découvrons beaucoup de points communs. Nous étions d'accord sur l'essentiel. À l'époque, j'étais affreusement timide, pas du tout sûre de moi. Mais tout à coup, avec lui, je me sentais totalement en confiance, délivrée d'une espèce de peur de tout et de tout le monde qui me bloquait et qui me gâchait la vie. Christian est gai, profondément optimiste, attentif, délicat, fort et sensible à la fois, absolument non conformiste, passionné et passionnant. Nous nous sommes revus. Tous les jours. Et même pas 2 semaines plus tard, nous annoncions nos fiançailles. Et 4 mois après, nous étions mariés. Oui. Très vite, à l'occasion de la perte d'une pierre de ma bague de fiançailles, je découvre chez mon jeune mari un total détachement par rapport aux biens matériels, qu'en fin de compte, j'avais aussi au fond de moi. Décidément, nous étions faits l'un pour l'autre. Et nous nous sommes séparés de plein de choses. En caravane ou en camping-car, dans lesquels nous avons parcouru le monde avec nos 4 enfants, nous n'avions droit qu'au strict nécessaire. Oui, mais le monde était à nous. À 57 ans, je me retrouvais en pré-retraite. Nos enfants avaient presque tous quitté la maison. Avec Marie-France, nous voulions continuer à découvrir le monde et essayer de faire quelque chose d'utile. Alors c'est sans hésiter que j'ai accepté la responsabilité du CIPAR, une association chargée d'aider à la reconstruction de l'enseignement primaire au Cambodge. Et un peu partout dans les rues, il y avait des petits chiffonniers qui fouillaient dans les ordures des rues de Phnom Penh. C'était terrible à voir. Leur maigreur, leur allure. À la fin de notre première mission, nous sommes allés discuter avec eux pour leur demander comment on pouvait les aider. Ils nous ont dit qu'ils travaillaient beaucoup sur la décharge de Phnom Penh, que je ne connaissais pas, et ils m'y ont emmené.
Ça faisait à peu près 1,5 km. Et là, ça a été le choc. Je n'oublierai jamais. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Je ne savais pas. Je restais là, je regardais, c'est tout ce que je savais faire, mais je savais qu'on n'avait pas le droit de laisser des enfants dans cette situation-là. Et donc, que notre vie allait changer. Nous avons pris la décision, sur place, que ce n'était pas possible de repartir et de continuer à vivre comme avant. Moi, l'enfant rêveur, je me retrouvais face à un cauchemar réveillé. Alors, je me suis mis à rêver encore plus fort. Parce que ce que la vie m'a appris, c'est là où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vie. Ce rêve s'est concrétisé autour d'une association. Pour un sourire d'enfant. En 1995, nous commençons des tournées annuelles en France et en Europe à bord de notre camping-car pour réunir des fonds. À notre tour, au Cambodge, nous achetons un terrain pas loin de la décharge où nous faisons construire une petite paillote pour distribuer les repas et les premiers soins. Les premiers cours sont dispensés dans une petite maison louée en ville. La première vraie rentrée scolaire a eu lieu en octobre 1997 avec 250 enfants accueillis dans notre centre de Phnom Penh. 3 ans plus tard, ils étaient presque 2000, qui me surnomment tous affectueusement « Papy ». Et moi, Mamie. Très vite, nous sommes convaincus que seul un apprentissage qualifié peut permettre aux enfants et aux jeunes de s'en sortir dignement et durablement. Alors nous créons des formations professionnelles reconnues par le gouvernement à Phnom Penh. Aujourd'hui, 20 formations sont réparties dans 4 écoles. Il y a même une école de cinéma. Aucun rêve n'est impossible. ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះខ្ញុំមិនដែលមានពីមុនមកទេ ទីនេះគឺអង្គការ PSE ពួកខ្ញុំលែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយពួកខ្ញុំមានសេរីភាពនិងអាចលេងសប្បាយបានទៀតផងដែលរឿងទាំងអស់នេះមិនដែលមាននៅលើកំណត់សម្រាមនោះទេ ថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងតបស្នងត្រឡប់ទៅក្មេងៗវិញដូចជាអ្វីដែលអង្គការ PSE ផ្ដល់ប្រកាន់ខ្ញុំផងដែរ បន្ទាប់ពីមានការងារល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំនឹងមានគ្រួសារដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសុខសាន្តមួយ សាច់ត្រីសាច់មាន់សាច់ជ្រូកហើយពួកខ្ញុំអាចសុំបន្ថែមបានប្រសិនបើយើងចង់ញ៉ាំទៀតខ្ញុំពិតជាឃ្លានណាស់ ការចងចាំដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃដែលប៉ាពីបានជួយខ្ញុំឲ្យបានចូលរៀនក្នុងសាលាអង្គការ PSE គ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអាចចូលរៀននិងមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ហើយទទួលបានការស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំចងចាំបានថាមានថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់អំឡុងពេលពិធីជប់លៀងមួយក្នុងមណ្ឌលខ្ញុំបានឃើញប៉ាពីនិងម៉ាមីរំជាមួយគ្នាខ្ញុំពិតជាមិនអាចឈប់ញញឹមបានពីព្រោះលោកទាំងពីរជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ពេលមកដំបូងខ្ញុំអត់ហ៊ានរត់លេងទេលោកគេថាគេហាម Aujourd'hui, PSE soutient 3000 familles vulnérables à Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville. Nous distribuons plus de 6000 repas par jour. Et environ 1500 consultations médicales par semaine. Chaque année, plus de 6500 enfants bénéficient de nos programmes. 5500 diplômés sont déjà dans la vie active. Comment est-ce possible? Comment avons-nous pu réaliser tout cela en un quart de siècle? Grâce à toi. Non, à toi. Sans toi, je n'aurais rien fait. Moi non plus. Et sans eux aussi. Qui ça? Eux, vous, qui nous écoutez ce soir,
parce qu'un rêve ne vaut que s'il est partagé. Moi, je ne suis plus là, je ne suis plus qu'un récit dans la voix d'un acteur, mais mon rêve, lui, continue de vivre en nous, avec vous. Alors continuez de rêver, mes amis, continuez de rêver tous ensemble pour un monde meilleur. Pour un sourire d'enfant. Oui, mon amour, pour un sourire d'enfant.